Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un nouveau thème. J'en ai pas beaucoup parlé, qui va être les fêtes de fin d'année. Et ouais, c'est un sacré sujet et c'est un sujet qui me passionne parce que justement, moi aussi, ça me questionne. Continuellement, chaque année, je me remets en question. J'ai des couples, voilà, on en parle beaucoup, ça peut être un vrai sujet. Et donc, du coup, le thème de cette conférence, c'est oser des fêtes de fin d'année sans crise ni silence. Donc vraiment, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas redonné des conférences en live, donc vous allez pouvoir retrouver une petite période de conférence. Et j'ai aussi envie de vous dire vraiment un grand merci d'être là et de vous accorder ce moment, parce que c'est vraiment important de comprendre ce qu'il se passe dans votre quotidien, mais aussi pendant la période des fêtes et du coup, quel impact ça peut avoir sur vous, dans votre couple et bien évidemment, potentiellement, dans les relations autour de vous. Et parce qu'en fait, vous le savez bien que le couple, c'est une partie de nos interactions. Alors en général, c'est la plus grosse partie puisqu'on est censé vivre avec la personne. Mais pendant les fêtes, eh ben, il y a des personnes qui vont se greffer un petit peu, bien évidemment, à ce couple. Donc, il va y avoir la belle famille, il va y avoir nos enfants, nos parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les relations professionnelles, les amis, puisqu'il y a des personnes qui vont bien évidemment passer les fêtes avec leurs amis. Et aujourd'hui, on va parler bien évidemment du couple. Et je vais vous proposer vraiment de faire des liens et des liens aussi dans tout votre entourage. Donc, aujourd'hui, à 2 semaines des fêtes, les fêtes commencent déjà dans le nord avec la Saint-Nicolas qui est samedi, hein. Donc, en fait, les fêtes de fin d'année commencent déjà vraiment. Je sais à quel point vraiment cette période peut être compliquée. Et en toute franchise, je sais que j'ai souvent plus de demandes de consultation, plus d'appels avant les fêtes. Et puis alors, en janvier, le post-fête, le début de nouvelle année, les questionnements, les réactions, les ça s'est pas bien passé pendant les fêtes, on se comprend plus, finalement on va pas redémarrer une nouvelle année dans cette énergie. Ça fait que j'ai souvent des pics, que ça soit en individuel pour de vrais questionnements sur la relation ou que ça soit en couple pour sortir de cette crise. Et moi du coup j'avais vraiment envie d'être à vos côtés à travers déjà cette conférence pour que vous puissiez prendre du recul. Puis, bien évidemment, pour vous faire accompagner si nécessaire et éviter de reproduire, peut-être pour certains, des schémas que vous avez peut-être répétés ou que vous redoutez de répéter encore et encore. Et pour d'autres, ça peut être vraiment d'éviter de connaître des faits trop compliqués. Et donc la période des fêtes, c'est vraiment une période qui est très lourde. Et souvent, au niveau de ce qu'on va appeler déjà la première sphère, la charge mentale. La charge mentale, ça commence dès l'organisation de l'agenda, dès qu'il faut dire oui ou peut-être non, la préparation, qui fait quoi, comment. Et quand il y a cette charge mentale qui commence à démarrer, souvent, prendre du temps pour soi et pour son couple, ça peut commencer à devenir compliqué. Dans cette charge mentale, on entend beaucoup parler de cette charge mentale avec les femmes qui portent la charge mentale. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire de débat sur qui porte la charge mentale entre les hommes ou les femmes, parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple de ce que peuvent vivre certains hommes autour des fêtes, et je vais en parler tout à l'heure. C'est les réunions professionnelles, les dîners de fin d'année. Par exemple, je pense aux hommes qui sont commerciaux. Il faut contacter tous les clients, faire bonne figure. Et donc, en fait, il va y avoir une autre charge mentale, pas forcément liée au couple ou à la maison, mais qui peut être aussi professionnelle et qui va s'inviter dans cette période des fêtes. Et donc, du coup, vous avez bien compris, les priorités, où est-ce qu'on les met?
c'est pas toujours très simple et ça peut devenir compliqué. Et pourtant, en plus, alors là, on va pas parler de charge, mais on va parler de pression. Qu'est-ce qu'on veut pour cette fin d'année? On veut qu'elle soit festive. On veut qu'elle soit agréable. On veut qu'elle soit magique s'il y a des enfants. On veut que tout le monde passe un bon moment. On veut que ça soit fluide avec la famille, fluide dans le couple, fluide avec les enfants. On aimerait qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de désaccord, qu'il n'y ait pas moi je fais ça et toi tu fais ça. On veut une espèce d'accalmie, de sérénité en fait pendant cette période. Mais dans la période actuelle, bah, il va falloir un peu revenir à la réalité. C'est que ça peut être un peu compliqué. Il y a aussi autour de nous une période un peu morose, hein. On parle beaucoup de ce qui se passe aussi à l'étranger. On va s'inquiéter, on va... Ouais, mais non, pas trop d'électricité, pas trop de dépenses, pas trop de repas, pas trop cher, enfin... Donc, en fait, il se passe plein de choses, en fait, autour des fêtes. Mais pourtant, on a vraiment cette volonté que tout se passe bien. Dans cette période, du coup, qu'est-ce qui se joue? Ben, en fait, on va, moi, mon partenaire, votre partenaire, vivre cette période-là différemment en fonction de son état intérieur. Et en fait, la grande difficulté, c'est qu'on oublie de prendre du recul et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous pendant cette période. Alors, je vous demande pas, après cette conférence, d'aller regarder ce qui se joue chez votre partenaire. Vous pourriez le faire avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Mais vous allez d'abord commencer par regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et c'est important de prendre ce temps-là. Parce qu'en fait, des fêtes réussies, sans crise, sans silence, ça commence par la vérification de son propre état intérieur. Pourquoi? Parce que les fêtes, concrètement, ce n'est pas juste une soirée. Ce n'est pas juste un réveillon. Vous avez vu tout ce que je vous ai déjà présenté? C'est une multitude d'aspects. C'est pas juste un 31 décembre et organisé. Non, non, ou à planifier. Il se passe beaucoup de choses. Et en plus, pendant cette période-là, il se passe des choses qui sont très émotionnelles et très relationnelles. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux que c'est la première fois vraiment qui découvrent qui je suis en conférence, je vais un petit peu vous expliquer. Donc moi, je suis Céline Domecq, je suis thérapeute spécialisée dans les relations de couple depuis 15 ans et j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à vivre une relation plus épanouie et plus harmonieuse. Alors, j'ai 43 ans, je suis comme vous, enfin en tout cas la plupart des gens. Je suis aussi maman, j'ai deux jeunes enfants qui ont 11 ans et 7 ans. Donc je connais de vouloir faire plaisir. On commence par les enfants, puis après on s'oublie, hein, mais on commence par les enfants. Et puis je suis aussi la belle-maman d'un garçon qui a presque 15 ans. Donc je sais aussi ce que c'est que d'avoir des beaux enfants. Et alors, la cerise sur le gâteau, je suis avec un conjoint d'une culture, d'un pays différent, et encore plus, qui lui ne fête pas Noël. C'est pas culturel. Donc, comment dire qu'il y a des petits challenges aussi dans tout ça. C'est comment on partage justement. Bah, lui, il a vécu pendant donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc il a vécu pendant presque 40 ans, allez, 35 ans sans fête de Noël. Par contre, il y avait d'autres fêtes. D'autres fêtes, bah, qui chez moi, il y en a certaines, non, quoi, ça passe pas. Et donc, il faut trouver un peu cet équilibre. Donc ça, c'est pour vous expliquer que j'ai travaillé aussi toute cette partie des fêtes et bah, justement, prendre du recul va être important. À côté de ça, ce qui m'a amené aussi en tant que thérapeute de couple, surtout les relations, bah, ça vient vraiment de mon passé et de ma propre expérience personnelle. Alors, voilà, on va la faire très claire. Je suis déjà divorcée. Eh oui, j'ai divorcé à l'âge de 31 ans. Je me suis mariée à 25. J'ai des parents qui ont divorcé quand j'avais 3 ans. Donc, concrètement, les relations, les couples défaillants dans tous les sujets,
je connais bien. Et depuis que je suis jeune, vraiment, j'ai été dans un environnement très famille compliqué. Et alors, la petite touche, c'est que j'ai encore plus compris dans quel environnement, dans quel passé, alors je vais le dire gentiment, merdique, j'ai vécu à la mort, au décès de ma maman qui a eu lieu il y a à peine un mois. Donc je suis vraiment dans tout ce que, voilà, dans tout ça, en train de me prendre aussi en pleine face la réalité du haut de mes 40 ans, pas du haut de mes 10 ans et pas du haut de mes 20 ans, du haut de mes 40 ans, dans le bordel dans lequel j'ai vécu en fait. Avec les parents de ma mère, mes grands-parents, des trucs relationnels bien compliqués. Moi et mon frère, on n'en parle même pas. Bon, mon père et ma mère, s'ils ont divorcé après quelques années, c'est que c'était pas non plus la joie. Bref, euh, ça m'a encore plus apporté de certitude, cet événement, que j'avais ma place et que j'ai ma place en tant que thérapeute en vous accompagnant et que en fait c'est quelque chose qui est en moi, ma mission, j'ai envie de vous dire, mais je crois depuis que je suis toute petite, voilà. Et donc tout ça m'a marqué et tout ce qui m'a marqué dans mon activité de thérapeute, bah, je cherche à le comprendre, à le dénouer et surtout d'un point de vue aussi scientifique à voir tout ce qui se joue. J'ai besoin de mettre du sens, j'ai besoin de tout comprendre pour vous aider. Puis, je suis devenue maman. Et alors là, la première chose, c'est hors de question que je reproduise tout ça avec mes enfants. Vous voyez, l'utopie d'un enfant, quand on devient grand, on fera pas comme nos parents. Ou alors pour certains, c'est on fera exactement la même chose parce qu'ils ont eu une enfance top, top du top. Mais du coup, moi, c'était vraiment hors de question que je reproduis des schémas, que je sois dans des relations avec mes enfants comme ça. Je veux pas, je veux qu'ils soient formés au couple. Je veux qu'ils comprennent c'est quoi le couple. Parce que, bah, comme vous l'avez compris, bien évidemment, on ne nous forme pas au couple. Et c'est ma mission aujourd'hui de vous accompagner dans ce cheminement. Aujourd'hui, donc je vais travailler un peu sur l'angle des fêtes et vous allez voir aussi que je vais beaucoup insister sur le fait de vouloir prendre conscience. Voilà, c'est le bon mot. Prendre conscience. Prendre conscience pour moi, c'est la première étape que vous avez aujourd'hui. Prendre conscience de vos modes de fonctionnement, prendre conscience de votre volonté de vouloir améliorer la relation ou pas. Après, il faut l'assumer, le ou pas, mais il faut prendre conscience. Prendre conscience si vous voulez décider, si vous décidez, bah ouais, je veux passer des fêtes de fin d'année et bah, je vais pas me laisser déborder par mon stress, par exemple. Ça aussi, c'est une prise de conscience qui est vraiment importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si déjà vous arrivez dans une certaine attitude, dans une certaine, ce qu'on va appeler intention, c'est-à-dire la volonté, pas de contrôler tous les autres autour de la table, hein, qui doivent dire ce qui vous arrange, mais plutôt dans une intention que, quoi qu'il se passe, ok, soit je vais prendre sur moi, soit je vais prendre du recul, soit je vais relativiser, soit je vais pas le prendre personnellement, ça c'est le top du top. Quand vous arrivez dans les fêtes avec cette approche-là, bah en fait la dynamique va changer. Et ça c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui viennent aussi en consultation en disant bah nos dernières fêtes se sont mal passées, donc en fait c'est telle ou telle ou telle ou telle personne qui me veut du mal. Et en fait, bah moi du coup, je vais débarquer et vu qu'elles m'ont pourri il y a 3 semaines, bah moi je vais les pourrir au fait. Vous voyez cette espèce de réaction. Donc si on est dans cette intention-là, bien évidemment que ça va pas contribuer à ce que les fêtes se passent bien. Donc du coup, moi ce que je vais vous proposer déjà dès aujourd'hui, vraiment, c'est de changer votre dynamique. C'est voir au-delà de votre souffrance au-delà de votre volonté que l'autre change. Parce qu'en fait, si l'autre
ne veut pas démarrer un travail sur lui. Quand je dis l'autre, ça va être votre partenaire en premier lieu, mais ça peut être la belle-mère, le beau-père, le papa, la maman, le frère. Et du coup, eux, ils arrivent avec moi, c'est comme ça, et c'est tout. Donc, quand ces personnes arrivent pendant les fêtes avec cette dynamique-là, eh ben, déjà, vous allez cheminer sur le fait que vous allez pouvoir apporter autre chose dans la relation. Et quand vous allez apporter autre chose dans la relation, principalement donc de couple, eh ben, sachez que la relation va bouger. Et ça, c'est très important. Parce que dans un système, quand on bouge une pièce, le système va bouger. Et même si l'autre est figé, comme on va parler peut-être dans ces difficultés, vous allez le voir, on va parler d'attachement, l'autre est figé dans son silence, ben vous, ça va pas être en continuant d'aboyer sur quelqu'un qui est dans le silence, comme ce que vous avez toujours fait peut-être les semaines passées, que ça va lui ouvrir l'espace à ce qu'il ne soit plus dans le silence. Donc il va falloir revenir à quelque chose de plus bienveillant, de non jugeant. Et ça, c'est un vrai exercice pour tout le monde. Et pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est votre premier pas dès aujourd'hui. Et ça va impacter de façon positive vraiment votre dynamique, mais aussi votre intention, votre état d'être dans les fêtes de fin d'année. Aussi difficile que peut être la relation en face avec votre partenaire, avec votre belle famille, avec vos enfants, revenez déjà à vous. Et bien évidemment, si après cette conférence, il y a des choses qui émergent, vous avez des prises de conscience qui sont là, eh bien, on va pouvoir aller plus loin. Je vais vous accompagner. Et donc, il faudra juste rester jusqu'au bout. Comme ça, je vais vous expliquer comment ça va se passer, mon accompagnement pour cette fin d'année. D'accord? Est-ce que c'est clair déjà jusque-là pour vous? Vous pouvez donc écrire dans le chat. Est-ce que c'est clair déjà un petit peu cette première dynamique de vous qui en résumé, vous pouvez être une pièce maîtresse déjà pour les fêtes. Donc voilà, vous pouvez me partager un petit peu, voir si c'est clair. C'est compris, super. S'il y a des questions, allez-y. J'adore, on est vraiment en mode je suis là pour vous, donc vraiment posez-moi des questions, je les calerai au fur et à mesure de la conférence. C'est compris, top. Eh ben écoutez, super. Donc, on a compris les fêtes, c'est un peu une période un peu touchy quand même pour pas mal de personnes. Alors moi aussi, moi je vais vous dire que les fêtes, j'ai vécu plein de fêtes différentes. Et quand je vais vous dire et je vais parler de l'enfance, impact sur les fêtes, c'est vraiment ça. Moi, je me rappelle, alors voilà, hein, quand on perd un de ses parents, moi, voilà, en toute transparence, et j'ai encore un peu des frissons et de l'émotion, mais en fait, il y a plein de souvenirs qui nous pètent un petit peu à la tête. Et alors, moi, j'ai le souvenir d'un Noël, donc parents divorcés, donc j'étais avec ma mère, et en fait, ma mère, elle était où je devais avoir 8 9 ans. Mais en fait, elle était où? Elle était au fond de son lit. Vous allez le comprendre, elle s'était bourré la gueule. Donc voilà. Et moi, j'ai le souvenir d'un Noël. Il y a le sapin. Il y avait peut-être du foie gras ou en tout cas du saumon, parce que je sais que j'aimais bien le saumon fumé quand j'étais jeune. Et j'avais mon verre de coca. Super! Quand on a 8 9 ans, je peux vous assurer que les fêtes de Noël, moi j'ai toujours dit, tout le monde va se faire avoir, je les fêterai plus, quoi, hein. Voilà, ça c'était ma dynamique, c'était mon empreinte, c'était mon traumatisme. Et puis après, bah, quand j'ai eu des enfants, j'ai réussi à bouger le truc. Puis on en rajoute une petite couche. Mon grand-père paternel que j'aimais très 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 fort est mort le 27 décembre. C'est le papa de mon papa. En Espagne, il a fallu prendre le train en catastrophe le 24 décembre. Enfin bon, la période de Noël, voilà, je l'ai toujours vécu de façon un petit peu compliquée. Donc comment vous allez le voir un petit peu? Je vais vous parler un petit peu de l'enfance et je vais vous dire un petit peu là où j'en suis. Ben, je peux vous dire qu'en fait, moi, les fêtes de fin d'année, bon, voilà quoi, hein, franchement, d'avoir un conjoint qui les fête pas, limite, ça m'arrangeait quoi en fait. C'était, c'est bon, comme ça,
Il y a besoin de voir personne. Et puis, en fait, mon ex-mari, je reviens un peu à mon ex-mari avec qui j'ai divorcé. Bah, lui, par contre, les fêtes de fin d'année, c'était toute la smala. Et je parle bien de la smala. Lui, c'est la smala méditerranéenne d'un autre pays, mais voilà. Et j'ai vécu, mais en fait, un enfer aussi de fête, avec genre 20 personnes à table, quoi. Alors moi qui aime bien, comment vous dire, être avec mon plaid, mes chats, dans mon canapé, ouh, c'était chaud, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai des bons, j'ai des moins bons souvenirs pour les fêtes. Et en fait, bah vous, franchement, c'est la même chose. Allez, qui d'entre vous, vraiment, vraiment, a toujours eu depuis sa naissance des souvenirs où les fêtes de Noël se sont toujours bien passées? S'il y en a, chapeau. Et s'il y en a pas, vous pouvez m'écrire non. Je comprendrai que non, ça s'est pas toujours bien passé. Euh, et oui, euh, je vais lire après. Non, voilà. Je continue, puis après, je reviens sur les petites questions, puis je vais les lire pour toutes les personnes. Ouais, et encore moins les jours de l'an. Alors voilà, quand je parle des fêtes, en effet, là, je prends l'exemple de Noël, on est bien d'accord que le jour de l'an rentre dedans, la Saint-Nicolas rentre dedans. Et en fait, vous savez quoi? Je suis en train de vous parler des fêtes de Noël. Mais en fait, au plus loin, je vais parler des anniversaires. En fait, je vous parle de tous les événements dans la vie où on met un truc très famille. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, on en revient un petit peu. Fin novembre, souvent, vous savez que, waouh, ça peut être chaud, comment on fait? On se pose des questions et on n'est pas forcément d'accord. En fait, déjà, les fêtes de famille se travaillent en couple. Et même un couple qui est séparé. Alors, c'est qui aura la garde des enfants à Noël? On en parle? C'est qui fera le 24? Parce que le 24 est hyper important. Bon, bref, on pourra en rediscuter. Le 25, c'est moins important. Et je parle même pas du 25 au soir. Ou c'est encore pire. Qui aura la garde des enfants, des petits-enfants, du frère, de l'oncle, des cousins? Ok? Donc en fait, on est déjà finalement mi-novembre, fin novembre, en train de travailler ce sujet-là de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Et il y a toujours souvent une volonté, hein, l'être humain est comme ça, de vouloir faire plaisir aussi à tout le monde. Au final, le couple, moi je vais vous le dire, qu'est-ce qui se passe? Bah, le couple, c'est en mode sacrifice. C'est même pas en mode sacrifice dans le couple, c'est en mode sacrifice, on sacrifie tout, tous nos désirs, tous nos désirata. C'est comme l'organisation d'un mariage. En fait, on cherche surtout à faire bien plaisir à toute la famille, à la belle famille, aux parents, pour qu'ils fantasment le mariage des enfants. Et en fait, on cherche à faire plaisir à tout le monde, sauf au couple, sauf à soi-même. Et on ne sait plus du tout vraiment où est-ce qu'on va se retrouver. Et c'est ça qui est très compliqué pour beaucoup de personnes. Il faut faire bonne figure alors qu'à l'intérieur, on n'est pas bien. On peut être déprimé. On n'ose pas dire non. On peut être fatigué. On veut faire plaisir à son mari, à sa femme. Mais en fait, au fond, oh, mais c'est pas ce que je veux. Et puis, en fait, j'ai mille préoccupations qui débordent parce que je pense, voilà, pour les personnes qui le savent, je travaille au Luxembourg. Il y a beaucoup de banques, ok, au Luxembourg. Et en fait, au Luxembourg, les comptes de fin d'année, c'est le 31 décembre. Donc, je vous explique pas pour certaines personnes à quel point, en plus, la pression professionnelle va se mettre dans tout ça. On va avoir des trucs qui vont s'éterniser alors que on est peut-être un peu plus introverti, un peu plus hypersensible, et en fait qu'on est vite à saturation et qu'on n'a même pas le temps de se poser dans les relations, qu'il faut réenchaîner des lunchs, des déjeuners, des dîners. Et en fait, à un moment donné, trop de bruit, trop de monde. Alors, je parle même pas hein, quand il y a une petite touche d'alcool, parce que ça vient chercher, on pourra toujours en reparler. Ça va exacerber des choses. Puis il y a la pression.
la pression, comme je le disais, de vouloir bien faire, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content. Puis il y a les enfants, hein, qui sont hyper excités, hein. Les cadeaux, s'ils vont chez un tel, ils vont avoir des cadeaux, ils vont faire un plaisir. Bref, il va y avoir une accumulation. Mais le plus dans tout ça, c'est qu'en fait, on ne voit pas que notre enfant intérieur, notre passé, notre style d'attachement va revenir de plus en plus à la surface lors de toutes ces interactions, lors de toutes vos pensées. Je vais vous donner un peu des exemples plus précis, mais par exemple, quelqu'un qui est anxieux va tout faire pour faire plaisir à son partenaire et donc peut-être supporter une belle famille à outrance. Et quand je parle à outrance, c'est au-delà de ses propres limites parce qu'elle a peur d'être quittée par son partenaire. Et c'est là où, dans les fêtes de fin d'année, il va y avoir un enchaînement émotionnel, un enchaînement de pensées, un enchaînement de jugements, un enchaînement de peur qui va faire qu'on va remettre tout ça dans le couple. Et en fait, vous savez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre partenaire, eh ben, c'est lui qui va trinquer. Alors, je vous parle de vous vis-à-vis de vous, mais imaginez aussi que si jamais c'est votre partenaire qui est en train de tout le temps décharger des choses sur vous pendant ces périodes-là, c'est vous qui trinquez, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, le couple, ça trinque. Le couple va subir. Et en général, soit par une crise, donc quand je parle de crise, c'est vraiment par une façon de parler qui n'est plus dans l'expression des besoins. Ça peut être des cris, bien évidemment, mais ça peut être un profond ras-le-bol, une explosion. C'est vraiment une attitude jusqu'au boutiste, ou alors par le silence. Donc il y a des personnes qui là-dedans, en fait, vont, dès qu'elles se sentent un petit peu affligées, dès qu'elles vont prendre, bah, elles vont aussi s'enfermer dans le silence. Et je peux vous dire que c'est pas la famille, hein, qui va payer le prix de tout ça. C'est votre partenaire. C'est votre partenaire qui va tout prendre. C'est le couple qui est au sacrifice de tout ce qui se joue pendant les fêtes. Est-ce que ça vous parle, ça? Et est-ce que du coup, vraiment, dans les années précédentes, vous avez déjà senti que sous cette pression familiale, consciente ou inconsciente, votre partenaire devenait votre ennemi, ou plutôt vous devenez l'ennemi dans votre relation de couple? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Est-ce que vous avez eu déjà cette sensation d'être deux étrangers, du coup, à un moment donné, quand ça devient trop? Est-ce que ça vous parle? Alors, euh, alors, je vais lire la question. Donc, Sophie, toi, tu me dis que ça te fait peur parce que vous êtes à distance et tu dis que les fêtes vont empirer. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Je te souhaite que ça n'empire pas. Mais quand on est dans une relation à distance, alors en plus, moi, j'ai vécu dans une relation à distance pendant des années. En fait, euh, ça peut être le moment où justement, comme vous ne voyez pas beaucoup, et comme par exemple, toi, tu vas gérer de ton côté, lui va gérer de son côté, bah vraiment, vous vous retrouvez et vous dites, waouh, on va passer le merveilleux moment. Quand je parle d'intention de vouloir passer un bon moment, c'est ça. Par contre, si tu es dans cette dynamique, on est à distance, donc du coup, je dois par exemple organiser 80% de toutes les fêtes et que tu vas être dans ta tête, ouais, donc en fait, c'est moi qui fais ça toute seule, lui, il faut rien. Donc, en résumé, dans ton inconscient, je vais lui faire payer les fêtes. Ouais, là, ça va empirer. Parce qu'en fait, tu es déjà dans un état d'esprit où tu portes toute la charge. Et en fait, tu veux que lui, à un moment donné, il porte la charge. Mais en fait, il va pas porter la charge, puisque tu auras déjà tout fait. Il va porter la charge émotionnelle. Et donc, c'est toi qui vas choisir que ça va empirer. Et quand je dis que tu vas choisir,
on s'entend bien. C'est vraiment le côté avec quelle intention tu te retrouves avec ton conjoint. Donc ça, c'est vraiment important. Jean-Baptiste, toi, tu te reconnais parce que tu te forces en famille et tu ne débordes qu'en privé avec ta partenaire qui n'y est pour rien. Exactement. Tu vas comprendre vraiment pourquoi ça déborde. Alors, il y a plein de choses, mais vraiment pourquoi ça déborde. Et exactement. Euh, j'ai trop de chance, mon ex-mari ne veut pas des enfants. Ça, au moins, c'est fait. Plus d'obligation d'aller chez ma belle-mère. Mais tu vois, c'est très important aussi ton partage, Aline, merci. Parce qu'en fait, je suis sûre que vous entendez ce mot souvent, obligation. On est bien d'accord. Souvent, on va utiliser ce mot-là. Et ça, s'il y a bien un truc que je vous souhaite, alors à vous de voir comment vous allez l'amener, hein. Et ça se travaille, bien évidemment, ça se travaille en séance, ça se travaille en accompagnement. C'est comment on sort des obligations. Et ça, c'est un vrai travail, soit qu'on peut réussir à faire seul, soit et ou à deux, parce que les obligations, ben en fait, non, non. Vous avez vraiment qu'une seule obligation, ça serait quoi? Mais vous allez le voir, c'est de prendre soin de vos enfants si vous avez des enfants. C'est de prendre soin de vous. En fait, on n'a qu'une seule obligation, hein. Vous êtes obligé de rien. Et ça, c'est vraiment important. Ouais, reprendre notre bonheur, une obligation de bonheur envers soi-même. Mais attention, on va pas non plus se mettre la pression. Donc du coup, euh, vous avez bien compris que l'idée, c'est de comprendre qu'à un moment donné, vous avez beau être super soudés, quand on est en mode déborde, obligation, bah en fait, on va vraiment être deux étrangers dans la relation. Et comme je le dis, c'est pas sur le moment des repas, puisqu'il faut faire bonne figure devant les gens, hein. En général, on est bien d'accord, les faux semblants, les sourires, les tout va bien, alors que dans la voiture juste avant, on s'est engueulé comme du poisson pourri pour une remarque à la con en plus. Eh bien, bien évidemment, on arrive, le repas se passe plus ou moins bien, avec tous les ressentiments de tout le monde, mais ça, voilà, on essaye de passer un petit peu à travers. Mais après, souvent, ce qu'on en ressort, c'est tu as gâché les fêtes, j'ai gâché les fêtes, nous avons gâché les fêtes. Et ce qu'il faut aussi comprendre, quand je fais un petit peu ces remarques à la con, c'est qu'en fait, c'est pas forcément non plus des grosses crises. Quand je parle de oser des fêtes sans crise, c'est peut-être oser des fêtes sans commentaires désagréables, sans remarques un petit peu piquantes, un petit peu acerbes, anodines mais pas vraiment anodines, du genre, hein, mais tu vas vraiment porter ça pour aller chez ta mère? Ça, c'est les femmes quand elles voient leur mari habillé. Euh, Tu veux que ta mère, elle pense que je suis une mauvaise femme là? J'ai pas repassé ta chemise où il y a des plis? Hein? Vous voyez tous les trucs un petit peu. Ou alors, bon, tu crois que cette année, ta mère, elle va être gentille? Je parle des mères, hein, mais on est vraiment abominable hein, des fois quand même quand on est maman. Bref, quand vous faites ça, sérieusement, bah, l'autre en face, vous avez une chance sur deux, soit pour qu'il vous réplique en pleine face une bonne remarque qui va être bien piquante, soit qui va se fermer en fait. Et c'est là vraiment la crise qui se met en route. Et alors en fait, le problème, c'est pas la remarque. Le problème, et là je reviens un petit peu plus sérieuse, un tout petit peu, c'est tout ce qui se joue à l'intérieur de vous depuis des jours. C'est vraiment euh, vos réactions en lien avec votre système interne relationnel. Allez, je commence dans les mots compliqués. Accrochez-vous. Je suis là. Votre système interne relationnel, c'est comment j'ai été en relation par le passé. On va appeler ça le style d'attachement pendant votre enfance et comment ça va se jouer et être encore plus révélé pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est vraiment important de comprendre votre style d'attachement, puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le couple et de voir comment ça peut se mettre en place vraiment pendant les repas, pendant les interactions. Donc, est-ce que, juste petite parenthèse, est-ce que vous êtes nombreux là, dans ceux qui sont là,
à connaître le style d'attachement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler donc des styles d'attachement? Je vous donne les noms sécure, insécure, anxieux, évitant, désorganisé. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous? Ça m'intéresse aussi de savoir pour un peu voir dans quel niveau de précision je vais aussi. Est-ce que c'est connu? Et en effet, pour ceux que c'est connu, vous n'avez pas forcément fait le lien avec le bazar que ça peut être dans les relations et les fêtes de fin d'année? Oui, connu. Ok, super. Mais oui, grâce à moi, en effet, j'en parle, en effet. Déjà entendu. Ok, connu. Et génial. Anxieux, moins anxieux et elle évitant. Ok, super. Et du coup, pour ceux que c'est connu, est-ce que vous avez déjà pris du recul par rapport à ça et l'impact que ça peut avoir dans les fêtes de fin d'année? Euh, Pendant que, ok, il y a des personnes désorganisées. Bienvenue au club. On va en parler. Ok, et ben je vais vous faire un rappel de ça. Vous allez voir que je vais l'aborder peut-être d'une façon que vous n'avez pas forcément toujours entendu. Et bien évidemment, je vais vous faire prendre du recul par rapport à ça. Donc, comme je vous le disais, au-delà de notre enfance, vraiment, les fêtes, ça peut être un petit peu des traumas aussi en fonction de comment on les a vécus, hein. Donc, par exemple, en effet, moi, dans un attachement désorganisé, ce que je vais expliquer, j'ai des souvenirs avec un Noël qui avait l'air sympa quand même, avec les arrière-grand-mères. J'ai des souvenirs un petit peu comme ça. Et, comme vous l'avez compris, j'ai des souvenirs vraiment où j'ai été traumatisée. Puis, il y a des enfants qui vont voir tous les copains super heureux avec plein de cadeaux. Et puis quand ils sont petits, et puis moi avec rien du tout. Et en fait, ça fait des traumas, ça fait un sentiment vraiment d'être à part. Donc, autour de ces fêtes, il y a tout ça qui se joue. Et puis donc, comme je le disais, surtout ce qui est très important, c'est qu'il y a les interactions. Les interactions qu'on va avoir et ce qui va se jouer à l'intérieur de moi dans les interactions, dans les paroles. Et c'est nos blessures, nos traumatismes, les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont mal passées, qui vont en général parler de manière vraiment immédiate, inconsciente. Et vous êtes des êtres humains, comme tout le monde. Et donc, votre réaction face à, par exemple, une remarque ne sera pas la même que celle de votre partenaire, que celle de votre belle-mère, que celle de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous avez tous des vécus qui sont différents. Vous avez tous un style d'attachement qui va être différent. Et ça va se passer à l'intérieur de vous. Donc vraiment, prenez du recul en vous disant qu'en fait, pour les autres, c'est la même chose. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de comprendre ce mécanisme invisible qui se joue dès les premiers mots, dans la voiture, dans la préparation, dans toutes les fêtes de fin d'année. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que vous ne pouvez pas changer votre passé. Ça, c'est clair. Votre passé, il est ce qu'il est. Par contre, vous êtes responsable à 100% de ce que vous faites de votre passé. Votre histoire, elle est ce qu'elle est. Et elle restera ce qu'elle a été. L'histoire de votre partenaire est ce qu'elle est. Elle restera ce qu'elle a été. Mais consciemment, comment je change un mot, une phrase, une attitude avec mon partenaire, mettre de l'intention pour que mon passé ne vienne pas avoir toute l'emprise sur mon quotidien dans mon couple. La plupart des personnes, il faut savoir que la plupart des personnes ont reçu des bons soins pendant l'enfance. Mais il y a aussi les manques et il y a aussi les exagérations qui sont à l'origine de votre style d'attachement, qui vont avoir un impact de vous dans les relations. Le couple va les réveiller quotidiennement. Et ouais, techniquement, je peux vous assurer que votre partenaire va réveiller tout ce système interne
Mais alors, dans les fêtes de fin d'année, je peux vous assurer que chaque interaction avec une belle-mère, avec un beau-père, avec un beau-frère ou avec une belle-sœur ou avec va aussi révéler vraiment votre système interne. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez la possibilité d'exprimer vos besoins dans votre couple avec toutes les personnes, ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est dans un monde idéal où tout le monde a bien travaillé et compris l'expression de ses besoins. J'accompagne énormément sur ce sujet-là parce que c'est encore un sujet qui est très compliqué pour de nombreuses personnes. Mais là, on va parler à l'enfant que vous étiez dans le passé. Quand vous étiez enfant, vous ne pouviez pas exprimer, enfin, vous pouviez exprimer vos besoins, mais en fait, vous ne pouviez pas le verbaliser, puisqu'un enfant qui n'a pas 2 ans ne verbalise pas. Il pleure, il chouine. Alors, il y a même des gens qui vont dire à 3 mois qu'un enfant fait des caprices, hein. Non, il a juste des besoins, il pleure. Et en fait, c'est dans ce contexte-là, donc c'est pour ça que je vous fais prendre beaucoup de recul, c'est pas vous l'adulte d'aujourd'hui, c'est vous, l'enfant que vous avez été dans les premières années de votre vie, où vous avez eu un développement, une relation avec un parent qui a soit répondu de façon adaptée, adéquate à vos besoins, soit qui ne l'a pas fait, en mode manque ou en mode exagération, puisqu'en fait, tout va créer un impact. Et du coup, qu'est-ce que fait l'enfant? Quand il n'a pas, donc quand il n'est pas sécure, quand il n'a pas eu les soins adéquats, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer des stratégies pour ne pas souffrir, et pour certains cas même pour survivre. Donc en tant qu'adulte, là, vous ou votre partenaire, ou les gens que vous allez côtoyer pendant les fêtes, dites-vous bien que vous êtes cet enfant qui s'est construit avec tout ça. Et en tant qu'adulte, bah, vous arrivez dans les relations avec ça et vous allez avoir des comportements plus ou moins conscients dans la relation à l'autre à partir de votre enfance. Et en fait, une remarque peut venir vraiment réveiller à l'intérieur de vous le style d'attachement développé pendant l'enfance. Est-ce que ça, c'est clair pour vous et ça vous parle? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je vais expliquer là maintenant qu'est-ce que c'est encore un peu plus l'attachement et les 4 styles d'attachement pour les personnes qui connaissent ou pas. Mais je vais vraiment préciser. Oui, ça vous parle. Ok, oui, déjà entendu en effet les styles d'attachement. Ça ne veut pas dire que c'est en effet connu dans son style. Ok, super. Donc, moi, je vais vous expliquer vraiment aussi le lien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les recherches ont vraiment démontré qu'il y a un lien entre votre style d'attachement et la satisfaction relationnelle dans votre couple. Donc, 2 partenaires qui ont un style d'attachement qu'on appelle sécure et qui créent une relation sécure, eh ben, je peux vous assurer que c'est comment tu fais pour que ton couple il va bien? C'est les couples. Alors, ils se parlent bien. Y a pas, ils viennent pas en thérapie, hein, d'ailleurs, ces couples-là, hein. On les voit jamais. Ils sont à un niveau de satisfaction dans leur relation au top du top. Ils ont des conflits, bah, en fait, qui résolvent vraiment avec bienveillance. Et donc, en fait, ils vont avoir une satisfaction à 100%. J'ai envie de même dire à 1000%. D'accord? Donc, notre style d'attachement va vraiment avoir un impact dans la satisfaction de la relation. Et ça va aussi impacter notre intimité dans la relation. Mais bonne nouvelle ou pas, ça va aussi impacter notre niveau de tolérance. Ah ouais. Comment je suis plus ou moins tolérant? Et ben, le style d'attachement va vraiment aussi impacter ça. Et c'est pour ça, en fait, que de par une action dans votre partenaire, bah en fait, c'est bon, c'est cool, ça passe. 2, ça passe. 3, ça passe. Et quand vous direz à vos copines, moi, mon mari, il peut me faire 10 remarques, j'explose qu'à la 11e. Et qu'il y a l'autre qui vous dira,
Waouh, comment tu fais? Parce que moi, j'explose à la première. Niveau de tolérance différent, bah, on va pas se comparer. Parce que vraiment, notre histoire, notre enfance, notre passé va vraiment faire que on n'a pas euh, les mêmes, j'ai pas envie de dire force, juste les mêmes niveaux de tolérance en fait. Tout simplement, on n'a pas les mêmes niveaux d'acceptation. Et donc, du coup, votre partenaire va être un déclencheur en fait. Il va réveiller quelque chose en vous. Et vous allez donc soit réagir, surréagir dans certains cas, crise ou silence, ou pour certains même un peu des deux. Il y a d'autres études qui ont montré aussi que lorsque donc l'attachement est insécure dans une des deux personnes ou les deux personnes, il va y avoir des réactions qui sont beaucoup plus hostiles, des colères inadaptées, une incapacité à pardonner. Alors, vous allez vite le comprendre, hein, moi j'ai un attachement désorganisé. Alors là, moi, en ce moment où dans les relations, ça a été compliqué suite au décès de ma maman, où j'ai plein de choses, je peux vous assurer que ma capacité de pardonner, elle est descendue, même après 15 ans de thérapie, hein, elle est descendue au niveau 2 sur 10. Alors qu'avant, j'étais beaucoup plus tolérante. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'en plus de votre style d'attachement, ben, il y a aussi votre quotidien. Donc, un style d'attachement insécure, comme j'ai eu, bah, ça impacte aussi la façon que je peux avoir, que vous allez avoir envers votre conjoint. Ça va impacter le respect, ça va impacter vraiment votre style de communication. Alors que on sait que dans la relation, il faut pouvoir avoir une fenêtre de tolérance. Parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils. Mais cette fenêtre de tolérance, bah, elle peut se réduire, puis elle peut se réagrandir. Mais on va être très clair, hein. Plus vous êtes en état de stress, plus la fenêtre de tolérance, elle est réduite. Donc l'attachement, en quelques mots, c'est vraiment une mise en évidence qui a été faite par John Bowlby, qui était médecin, psychiatre, psychanalyste anglais, puis ça a été développé par Mary Ainsworth. Et ensemble, ils ont déterminé que la théorie de l'attachement, c'est l'importance des liens affectifs entre les êtres humains. Et bien évidemment, en particulier entre le bébé et ceux qui l'élèvent. Alors, de nouveau, je vous fais prendre du recul. C'est dans les années 80. Vous voyez, je suis de 82. Donc, 82, Internet n'existait pas. Je ne vous parle pas de l'intelligence artificielle qui vous donne des réponses sur des concepts en un quart de seconde. Donc on remonte dans les années 80 où en effet la théorie de l'attachement va connaître vraiment une expansion mondiale à travers des lettres, à travers des gens qui se déplacent, hein. Il n'y avait même pas le portable. Mais donc du coup, aujourd'hui, quel que soit le regard que vous avez, dites-vous, parce qu'en général, vous avez tous au minimum, entre guillemets, au moins 30 ans, bah, vos parents n'avaient pas toutes ces informations. Ils n'avaient pas toutes ces connaissances. Et probablement que vous-même, alors peut-être que vous les avez, peut-être que là maintenant que vous avez travaillé ça peut-être depuis 2, 3 ans, mais en fait vous les avez même pas peut-être quand vous vous êtes mis en couple ou quand vous avez eu des enfants. Donc, beaucoup de tolérance envers soi-même. OK? Puis après, il y a eu aussi les neurosciences qui ont permis aussi de beaucoup mieux comprendre la neurobiologie, tout ce qui se joue au niveau du cerveau et de l'attachement, au niveau cellulaire, moléculaire. Donc, je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est passionnant, mais il y a vraiment eu de nombreuses recherches. Et on a aussi vu la théorie de l'attachement est assez universelle à travers des cultures. Alors, je pense qu'à nouveau, les moyens sont faits que on ne peut pas aller voir toutes les cultures. Ça serait intéressant d'aller voir ceux qui sont au fin fond de l'Amazonie, comment ça se travaille. S'il y en a qui ont fait des recherches, j'adorerais les lire et de mettre en perspective. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse majorité où on voit que cette théorie de l'attachement, elle a été validée. Mais d'autres recherches vont la contredire. Alors moi j'adore. Moi j'adore quand on a un esprit critique. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'est génial, les études qui vont contredire aussi la théorie de l'attachement, parce que la psychologie n'est pas une science exacte. C'est un courant.
On essaye d'aller mettre des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X, relationnels. On observe, on regarde, mais je ne peux pas vous dire à 100% que demain, si vous pétez un plomb sur votre partenaire, c'est à cause de votre système d'attachement où vous êtes anxieux de par votre enfance, ou est-ce que c'est à cause du trauma que vous avez eu l'année passée pendant les fêtes? On est bien d'accord que là, comme ça, on ne peut pas nous enfermer dans des cases. Et c'est ça aussi la psychologie. La psychologie, c'est d'aller voir un petit peu tous les aspects. Donc moi, je vous parle d'un des aspects qui est cette théorie de l'attachement. Donc il y a des études qui vont les contredire, mais en fait, c'est génial parce que ça permet de prendre du recul sur tout. Néanmoins, l'attachement, on s'est aperçu que ce n'était pas un phénomène qui était exclusivement humain. Et d'ailleurs, si vous tapez théorie de l'attachement et singes sur YouTube, vous avez des expériences avec les singes, les primates, ils appellent ça plutôt que les singes, les mammifères. C'est extraordinaire de voir ça. Et il y a eu des travaux, d'ailleurs, vraiment de recherche sur les singes qui montrent la continuité du comportement d'attachement entre l'adulte et le bébé, puis après le bébé qui devient adulte et qui devient lui-même parent. Donc moi j'adore de voir qu'ils ont fait des recherches et d'aller aller observer tout ça. Et donc dans l'attachement, donc vous comprenez, c'est les premiers liens entre l'enfant et la mère ou la personne qui va répondre aux besoins de l'enfant. L'enfant va naturellement s'attacher à une figure principale, comme je le dis généralement la mère, ou la personne qui s'y substitue. Cette figure principale est appelée figure d'attachement en général principale, et c'est elle qui va apporter les soins nécessaires dès la naissance, une interaction sociale durable, de l'affection, du réconfort, du soutien, de l'écoute, de la protection, du toucher. Elle prend soin physiquement et émotionnellement de l'enfant. Et c'est en faisant ça que ça va créer ce qu'on appelle un attachement sécure. Et cette mère qui devient la figure d'attachement principale ou s'il y a un substitut, euh, va faire que l'enfant va se tourner naturellement en cas de difficulté vers cette personne. Ça va lui donner l'enfant, ouais, c'est bon, je peux compter sur cette personne, j'ai plus de chances de survivre en fait. Puis il y a eu des recherches qui ont montré qu'on peut avoir différentes figures d'attachement. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup insister, c'est que c'est pas parce qu'on a des parents qui vont être, entre guillemets, j'appelle ça défaillants, et nous apporter un système d'attachement insécure, que vous n'allez pas avoir trouvé dans d'autres relations. Donc, par exemple, pour certaines personnes, c'est les grands-mères, quand elles étaient élevées, euh, des éducateurs aux crèches ou des nounous ou des jeunes filles au père ou quoi que ce soit. Et en fait, on va avoir, les enfants vont se construire aussi avec des figures d'attachement secondaire. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que des fois, ça permet de contrebalancer un peu cet espace insécure. Et donc, les relations vont vraiment être dans tout ça. Donc, la relation d'attachement se construit sur plusieurs mois, plusieurs années. Et l'enfant va reconnaître sa figure d'attachement principale et celles qui sont secondaires quand il y en a. C'est pas un phénomène qui est immédiat. En général, on dit que c'est jusqu'à plus ou moins les 4 ans. Et le style d'attachement va évoluer encore jusqu'on dit même jusqu'à l'adolescence, voire même être adulte. Et notre style d'attachement va impacter aussi le choix de nos partenaires, la relation en tant qu'adulte avec nos parents, mais aussi le choix de nos amis et la manière dont nous sommes capables de supporter, de gérer les défis de la vie. Et ça, c'est vraiment important. Les fêtes de fin d'année, je suis désolée, hein, c'est un défi annuel. Remettez-vous bien ça en tête. Il y a des enjeux. Et donc, je reviens, c'est que vraiment, il y a des études qui ont montré que la qualité de l'attachement va favoriser, quand il est sécure, des relations sociales plus harmonieuses. Et c'est pour ça que moi, je prends toujours l'exemple de mon conjoint qui a un attachement sécure. Mais alors, lui, dans les relations, sérieux,
Il parle pas un mot de français, hein. Il est débarqué dans un pays, il parlait à peine l'anglais et un truc. Mais lui, en fait, on le fout dans des trucs. Je dis toujours, mais en fait, toi, t'es un coq en pâte, là. En fait, il est capable de s'adapter à tout le monde, à être bien avec tout le monde. Enfin, c'est un truc, mais en fait, lui, je sais qu'il a eu un attachement sécure, mais il me dit, ouais, mais en fait, je m'en fous, quoi. Mais les trucs, ça lui passe au-dessus. Et en fait, c'est lui qui me fait prendre aussi, qui m'a fait beaucoup prendre du recul. Il est moins en conflit avec tout le monde. Moi, je pense que je suis beaucoup plus en conflit avec les gens, hein. J'ai beau avoir travaillé sur moi, je vous jure, hein. Mais lui, non, mais c'est bon, hein, relativise. Non, mais relativise de quoi? Tu vois, moi, c'est la première réflexion que je vais faire, en fait. Mais parce que lui, il a vraiment cet attachement sécure que moi, je n'ai pas. Donc, comprendre votre style d'attachement va influencer vos faits, vos interactions et vos besoins. Et donc, il y a quatre styles d'attachement. L'attachement sécure, on a tendance à dire que c'est 50% de la population. Le style insécure évitant, 25% de la population. Le style insécure anxieux, 20% de la population. Et le style désorganisé, plus ou moins, donc aussi insécure, 5%. Alors, je veux juste aussi vous rassurer, style d'attachement à vie, non. Ça, pour moi, c'est important. Je ne peux qu'insister sur votre volonté à travailler sur vous, pas que le couple, si vous voulez tout doucement développer un style d'attachement sécure. C'est-à-dire que la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que même si vous avez un passé merdique avec un attachement qui ne vous convient pas, en travaillant sur vous, en travaillant sur la relation, au fur et à mesure, moi, comme je vois, j'ai mon style d'attachement qui est vraiment devenu sécure, allez, j'ai envie de dire, à 80% du temps. Je garde encore mes 20% parce que ça m'arrange de garder mes 20% et de pourrir certaines personnes, vous voyez, mon niveau de tolérance. Non, je rigole. Mais vraiment, je vois bien qu'aujourd'hui, autant avant, j'étais dans totalement le désorganisé, mais vraiment en ayant travaillé sur moi, avec mon partenaire, avec ça, enfin, avec ça, je ne vais pas l'appeler ça mon partenaire, mais avec cette relation sécure, je vois bien que je vais être à 80% du temps maintenant beaucoup plus tolérante, beaucoup plus patiente, beaucoup plus à vous pouvoir supporter certaines interactions humaines. Je peux vous assurer, c'est exactement ce que j'ai vécu et je me dis, waouh, pendant le décès de ma maman, il a fallu que je gère les interactions humaines et là je me suis dit, waouh, j'ai réussi et c'était pas facile, alors qu'avant j'aurais pété des plombs en fait, tout de suite. Donc en fait, vous pouvez vraiment travailler sur vous à apporter beaucoup plus de sécurité intérieure. Et ça, c'est important parce que plus vous allez être dans un style que vous développez vers de la sécurité, plus vous allez apporter ça dans la relation, bah moins la relation, comme vous l'avez compris, est compliquée. Plus vous avez une fenêtre de tolérance un petit peu plus grande. Et à l'inverse, si vous commencez par exemple à avoir traumatisme sur traumatisme, hein, même à 50 ans, des trucs hard et que ça n'arrête pas et ça vous enchaîne ou quoi que ce soit, bah en fait, même si vous étiez dans un attachement sécure, ça peut devenir de plus en plus insécure. Donc en fait, c'est pour ça que je disais, vous mettez pas dans des cases, vous enfermez pas dans des choses. La psychologie et le bonheur de la psychologie, c'est que tout est évolution. Et heureusement, on n'est pas du marbre qui bouge pas. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. OK? Donc, je vais vous expliquer un petit peu les styles d'attachement et ce qui se passe dans la relation. Et puis, je vais répondre à deux, trois questions juste après. Allez-y, mettez-la. Mais vraiment, je vais d'abord vous présenter les styles, puis je vais répondre à des questions. Donc, le plus simple, vous l'avez compris, le plus simple, attachement sécure, 50% de la population, vous avez une chance sur deux pour y être. Et en général, donc comme vous l'avez compris, la figure principale d'attachement favorise cet attachement sécure. Et le rôle du parent à ce moment-là, c'est que il interprète et il répond de façon adaptée et adéquate aux signaux et demandes implicites de l'enfant. Quand le parent fait ça, on est dans un terrain qui favorise l'attachement sécure.
Et lorsque un enfant a un attachement sécure, il va devenir un adulte. Alors, je vous donne quelques points. Il y a encore beaucoup plus de points, mais pour vous donner un petit peu une base, ce sont des personnes souvent qui ont un modèle de soi, une estime de soi réaliste avec les points forts et les vulnérabilités. Quelqu'un qui se dit, moi je suis sécure et j'ai aucun défaut, moi je le regarde et je dis, t'es absolument pas réaliste. Donc peut-être que tu évites de voir ton truc à l'intérieur de toi, mais quelqu'un qui est sécure, il va vraiment, ok, j'ai ses points forts, j'ai ses difficultés, ses failles, ses vulnérabilités, et ce n'est pas un problème. Il n'en fait pas une histoire. Il ne s'en sert pas non plus dans les relations. Souvent, c'est des personnes qui vont chercher des relations, mais ils veulent qu'elles soient proches tout en restant autonomes. Il n'y a pas de dépendance dans un attachement sécure. Ils vont aussi souvent, comme je vous le disais, vous allez vite comprendre, avoir une première impression, un modèle des autres assez positif, mais sans naïveté excessive. Et donc, du coup, ils vont juste estimer que les personnes, bah, elles sont aussi comme ça, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ils vont faire face aux problèmes avec beaucoup plus de flexibilité aussi. Et surtout, ils vont savoir faire la distinction entre leurs propres compétences et l'aisance à demander de l'aide quand ils n'y arrivent pas de leurs propres moyens. Ils vont aussi pouvoir supporter l'échec sans se sentir totalement inefficaces. Ils vont vraiment apprécier d'être seuls tout autant qu'ils interagissent avec les autres. Ils se sentent bien dans les relations et sont capables aussi, et ça pour moi c'est très important, de demander de l'aide, mais aussi de la recevoir. Parce que du coup, ils vont savoir qu'ils peuvent, en cas de besoin, se rapprocher des personnes adéquates et chercher des solutions adaptées. Et du coup, dans la relation à l'autre, ils gèrent vraiment les interactions et les aléas relationnels dans une atmosphère de confiance et ils vont avoir du coup cette régulation émotionnelle, même quand les belles-mères, les mères, les beaux-pères ou quoi que ce soit piquent sur des sujets qui peuvent être épineux, ils vont juste avoir une bonne régulation. Donc, euh, pour certaines personnes qui se disent d'être sécures, attention de, comment expliquer les choses avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, de ne pas se prétendre sécure quand on n'y est peut-être pas vraiment en fait, mais parce que ça me rassure de me dire que je suis sécure. C'est vraiment important. On peut des fois vouloir vraiment à tout prix être sécure parce que ça nous rassure, mais en fait on l'est peut-être pas vraiment. Donc ça c'est juste, il faut être un petit peu vigilant. Donc ça c'est l'attachement sécure, ok? C'est assez clair pour tout le monde? Juste un petit pouce, un petit oui. Comme ça, je continue sur le suivant. Ça a l'air d'être OK. Super. Deuxième, on passe dans les attachements insécures. Il y en a trois. Évitant, anxieux, désorganisé. L'évitant, lui, tout simplement, ça va être des enfants qui ont eu des figures principales d'attachement, qui soit ne supportaient pas le contact physique, soit qui ont eu des expressions émotives au ras des pâquerettes, zéro. C'est-à-dire que vraiment des figures d'attachement sans émotion, même alors que c'est, bah voilà, je perds quelqu'un qui me tient à cœur et en fait, bah, je vais pas montrer que je suis triste. Des personnes aussi qui ne savent pas réconforter. Et en fait, du coup, l'enfant va arrêter petit à petit de compter sur la figure d'attachement principale et il va apprendre à se débrouiller seul et à ne compter que sur lui-même. Un autre comportement qu'on va retrouver chez les personnes évitantes, c'est la figure d'attachement principale qui, à l'inverse, va être hyper intrusive. Vive les mères et les belles-mères hyper intrusives, hyper étouffantes, qui en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles répondent pas de façon adéquate aux besoins de l'enfant. Souvent, elles imposent ses désirs, elles,
elle surjoue les besoins de l'enfant. Et donc, en fait, qu'est-ce que va faire l'enfant? Waouh, c'est pas du tout adapté. Donc, il va tout faire pour fuir la figure d'attachement principale et la maintenir à distance. Messieurs, mesdames, souvent, on reconnaît beaucoup plus des hommes qui auraient tendance à être plus évitants que les femmes. Ça, c'est un petit peu ce qui est montré. Et je pense du coup aussi, de par ce qui se joue entre le fait d'être maman et d'avoir un garçon, et dans certaines cultures, hein, on parlait des cultures, où l'enfant est roi et on lui met tout sur un plateau d'argent alors qu'il ne demande pas et qu'il n'exprime pas ses besoins. Donc, il y a vraiment un impact qui peut y avoir. Et donc, du coup, lorsque l'enfant développe un attachement évitant, quand il devient adulte, il deviendra quelqu'un de détaché, qui aura appris à privilégier l'indépendance. Et les proches ne sont pas perçus comme des ressources. C'est des personnes aussi qui vont avoir du mal avec les émotions négatives. Une émotion arrive, bam, je la mets à distance, je la minimise, je la dévalorise, tout en valorisant le côté non mais ça va, hein, revenons au rationnel, le détachement émotionnel. Et du coup, quand on est avec un partenaire qui est évitant, souvent, il ne comprend pas les émotions d'une personne, donc de l'autre partenaire, surtout si en plus, imaginons qu'elle est hyper émotive ou hyper sensible. En fait, elle ne peut, il va avoir son mécanisme qui va éviter tout ça. Donc du coup, les relations avec les proches vont être émotionnellement distantes. Donc imaginez un évitant qui se dit super. Allez, je prends un exemple homme-femme, hein, un petit peu, hein, et puis je vais un petit peu prendre les hommes. Super, ma femme m'impose toute la famille au repas de Noël. Mais en fait, la personne qui est évitante, elle va se ressentir coincée. Vous savez, le lapin là dans les phares là de la voiture. Bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est une personne qui va vraiment être au maximum dans le silence pendant les fêtes. Et quand ça sera trop, réaction agressive, colère, perte de contrôle. C'est aussi les personnes qui peuvent avoir vraiment un fonctionnement très rigide, où les règles font loi. Alors, c'est des personnes qui peuvent vraiment demander de l'aide, mais en cas de stress trop élevé, ça ne sera pas de l'aide émotionnelle, parce qu'en fait, ils ne voient pas l'intérêt. C'est des personnes qui préfèrent travailler seules et qui vont utiliser aussi, par exemple, le travail pour dire ah non, mais moi, je suis débordée, hein. Euh, fais comme tu veux dans les décisions. Vous voyez l'évitement là, l'évitement dans toute sa splendeur. Et après, on a des personnes qui disent mais c'est toujours moi qui gère tout. Bah ouais, mais si on a un partenaire en face qui est évitant, bah ouais que vous allez tout gérer. C'est juste des explications, hein, ce ne sont pas des excuses, hein, bien évidemment. Et donc, dans la relation à l'autre, les évitants, vraiment, il faut comprendre que ils veulent garder aussi le contrôle pour éviter l'échec, la honte, l'incompétence, voire même le ridicule, parce qu'en fait, c'est des émotions qui sont à l'intérieur de soi, waouh, hyper compliquées. Et donc, dans le couple, c'est vraiment, on maintient une bonne distance. On va avoir des moments aussi agréables avec des périodes de distance. On ne comprend pas trop parce qu'en fait, dès qu'il y a de la proximité qui s'installe, non, 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 mais en fait, il recourt 300 mètres hein, pour remettre de la distance. Et c'est pour ça que chez certaines personnes, bah, ça va générer de l'anxiété. Si en plus, on est dans un couple, comme j'ai vu tout à l'heure, avec beaucoup d'amour, ah non, non, c'est... Attends. Anxieux évitant. Alors, le couple anxieux évitant, et c'est la majorité des couples qui sont formés en plus. Ben voilà, si je suis anxieux et que j'ai en face un partenaire qui est évitant, qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, dès qu'il va prendre un peu de distance, c'est mon anxiété va exploser, quoi. Et mon émotion et tout, mais comme l'autre, il supporte pas les émotions, vous voyez bien qu'il y a une espèce de danse pas très simple qui se joue. Donc du coup, c'est important de vraiment comprendre ça. Et c'est aussi les personnes, oui, ça je l'ai déjà dit, qui ont tendance à tout intellectualiser. Voilà, ça c'est important. L'autre attachement insécure, c'est donc l'anxieux. Vraiment. Là, c'est des personnes qui n'ont pas eu des figures d'attachement satisfaisantes, sécurisantes. C'est-à-dire que souvent, ils se sont sentis abandonnés. Ils n'ont pas eu assez d'attention, de soins, de présence. Et surtout, dans le vécu de l'enfant,
il y a eu un grand vide à l'intérieur d'eux. Je vous prends un exemple dans le cas où ça peut se produire. C'est par exemple des bébés qu'on a laissés pleurer la nuit. C'est-à-dire qu'on savait que les parents étaient là, enfin le bébé sait que les parents sont là, mais en fait, dans la période la plus difficile qui est la nuit pour un bébé, un enfant, ben on le laisse pleurer. Et ben en fait, il va se sentir abandonné. Et malheureusement, ça a été dans notre, en tout cas, une culture européenne de laisser pleurer les enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ça leur fera les poumons, hein. Je peux vous assurer que ce genre de discours, on l'a entendu. Mais du coup, en fait, c'est vraiment des bébés qui se sont sentis abandonnés et pas aimés. Du coup, il n'y a pas de soins pendant cette période-là. Et lorsqu'il devient adulte, l'enfant évitant, eh bien souvent, ils ont un aspect d'eux-mêmes très négatif. Par contre, les autres, ils sont super. Les autres, ils sont toujours très bien. Mais alors moi, j'ai une estime de moi nulle. Et j'ai des doutes, j'ai des difficultés à affronter les challenges, les aléas de la vie. Mais par contre, j'idéalise mon partenaire, j'idéalise les autres. Parce qu'en fait, quand on se sent abandonné, ce qu'on veut, c'est qu'on va chercher chez l'autre euh, tout ce qui fait qu'il va pouvoir nourrir mon estime de moi. Et donc, du coup, c'est des personnes qui vont souvent beaucoup demander de l'aide, mais qui en retour vont être extrêmement déçus quand ils ne sont pas nourris et avec un sentiment vraiment de ne pas pouvoir contrôler leur vie. Et du coup, colère, détresse intense, les réactions vraiment émotives, difficiles, au stress, va être vraiment à chaque fois, je me sens abandonnée. Souvent, c'est des personnes qui vont être en conflit de façon aussi assez chronique. Et puis, il va y avoir une volonté quand même de contrôler un peu l'autre. Parce qu'en fait, on veut pas se sentir abandonné et on veut pas subir de la perte. Et donc souvent, ce sont des adultes qui ont un manque d'amour, beaucoup d'insatisfaction et avec des besoins émotionnels à combler sans cesse. Et du coup, on va le chercher ailleurs, au lieu, comme vous l'avez compris, de le travailler chez soi. Et donc, c'est vraiment important de retravailler cet aspect parce que dans la relation avec l'autre, c'est constamment ce qui est mis en avant, le besoin d'être aimé, le besoin d'être proche des autres. Et ils essayent de combler les besoins à travers les autres. Ils vont être dépendants des autres pour leur propre estime d'eux. Et c'est des personnes qui vont être aussi hypersensibles au moindre indice de séparation, de perte, d'abandon. Et du coup, ça va hyper activer leur système, leur stratégie. C'est vraiment important. Troisième style d'attachement, le désorganisé. Ça, c'est celui qui n'est pas forcément mis en lumière de façon la plus fluide et il peut être difficile à percevoir parce que on a compris que les personnes qui ont un style d'attachement désorganisé peuvent, à certains moments, passer d'un style sécure, puis évitant, puis anxieux. Et en fonction des situations, on navigue un peu avec ce qu'on a. C'est pour ça que c'est désorganisé, en fait. Et au niveau de l'enfance, la figure d'attachement principale, c'est souvent des personnes quand même qui sont aussi désorganisées. C'est-à-dire que cette personne d'attachement principal va être présente aimante, et puis à d'autres moments, totalement absente, ou alors totalement menaçante. On va retrouver ce style d'attachement, et c'est pour ça que je le connais bien, chez des parents qui sont alcooliques, dépressifs. Ça, c'est la majorité. Parce qu'en fait, un parent qui est alcoolique, hein, on va se le faire très clairement, mais en fait, alors sauf ceux qui sont vraiment bourrés du matin au soir, mais en général, un parent qui est alcoolique, bon, il commence pas dès 8 heures du matin, mais ça va être par exemple tous les soirs, ou alors les week-ends. Et du coup, ça va être un amour bah, quand il faut le préparer le matin, quand il faut revenir de l'école. Et passé 17 heures, quand l'alcool commence à faire effet, bah, on pourrit les enfants. Ou au revenant du travail. Ou alors le week-end. Et donc, en fait, l'attitude du parent n'est jamais constante.
Quelqu'un qui est dépressif, bah en fait, alors il y a des personnes qui sont vraiment dépressives et qui bougent pas de leur lit, et là, en général, bon, de toute façon, ils sont un peu à l'hôpital, hein, voilà. Mais des parents dépressifs qui savent qu'ils ont des enfants, je peux vous assurer, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est des up and down constants. En fait, on sait jamais de quoi demain sera fait. On sait jamais si demain, maman sera capable d'aller faire les courses ou de nous faire le repas. Donc, ça donne un attachement insécure parce que, bah moi, comme je le partageais, je sais que ma maman m'aimait. Mais combien de fois je me rappelle lui dire, bon, demain matin, je fais mon petit déjeuner, bah je sais pas, on verra si j'arrive à me lever, quoi. Bah en fait, c'est vachement insécure, le je ne sais pas quand on a 5 6 ans. C'est vraiment de se dire, est-ce que je vais à l'école demain tout seul ou pas? Les parents alcooliques, bah, est-ce que mon père ou ma mère va se lever et qu'il aura pas trop la gueule de bois, ou qu'on lui dira pas de fermer sa bouche en tant qu'enfant parce que le papa ou la maman est en train de cuver, sans parler pour certains qui ont un alcool violent. Et donc, bah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et pouf, tu te prends un peu dans la tête comme un punching ball parce que, il y a de l'alcool violent. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des comportements, des figures d'attachement contradictoires. Et donc, du coup, l'enfant ne se sent pas rassuré. Et puis, il y a des parents aussi qui vont faire porter à ses enfants une responsabilité trop importante. Et donc, du coup, l'enfant se sentira aimé quand il fera des choses. Et en fait, dans la construction, c'est le paradoxe constant. Moi, j'ai l'impression d'être toujours, en effet, de temps en temps, alors de moins en moins, mais un paradoxe. Et donc, du coup, ça va faire des enfants et des adultes plutôt qui vont être craintifs, hyper réactifs au stress. Moi, mon stress, j'ai dû le travailler, hein, et je continue à le travailler tous les jours. Susceptibles aussi vraiment d'avoir des fois des moments incohérents. Donc oui, il y a des fois, je peux faire des gros câlins et puis il y a des fois, bah, je vais péter un câble, quoi. Et ça m'arrive encore un petit peu. Alors comme je le dis, on n'est plus qu'à 20% du temps parce que j'ai réussi à réguler tout ça et ça se travaille. Mais il y a des fois, il y a encore des trucs comme ça. C'est encore un peu contradictoire. Et donc, c'est pas simple, vraiment, aussi d'être là-dedans. Et il y a des fois, c'est j'ai besoin de soutien, hein, l'anxieux là qui vient. Non, non, mais c'est bon, m'abandonne pas, hein, rassure-moi, donne-moi 10 messages par jour, hein, mon amour. Et puis des fois, ça va être non, mais c'est bon en fait, hein. J'ai pas besoin de ton message aujourd'hui. Vous voyez, là, on passe d'évitant. Et puis il y a des fois, c'est oh, tu peux m'envoyer un message, c'est bon. Ça, c'est le sécure. En fait, le désorganisé, il passe vraiment dans dans les styles vraiment d'attachement différents. Et donc, il va y avoir après des modes de fonctionnement privilégiés. Souvent, certains qui vont être plus en retrait, souvent qui vont être plus méfiants. Par contre, ce qu'on va essayer de chercher, c'est vraiment une relation de couple qui va nous rassurer. Mais inconsciemment, il n'y a pas beaucoup de confiance non plus en l'autre. Et c'est ça, cette alternance qui va être vraiment la représentation d'un attachement désorganisé. Alors, euh, j'ai un attachement, donc je lis, j'ai un attachement désorganisé parce que j'ai eu un père alcoolique et une mère distante aussi, aussi mais pas seulement. Ah ouais, et aussi parce que j'ai vécu jusqu'à mes 6 ans sans connaître mes parents chez ma grand-mère sécure. Exactement. Ça, c'est l'exemple, merci pour ton partage, c'est l'exemple un peu assez typique où il y a eu un attachement sécure avec une grand-mère. Je connaissais pas vraiment mes parents, mais je suppose que tu savais qu'en plus, c'était pas vraiment les parents. Euh, il y a eu un moment donné dans ta vie, une maman, même après 6 ans, même après les 4 ans, qui est venue, mais distante, quelqu'un d'alcoolique. Et donc, en effet, bah, dans ta construction, ça s'est mélangé. C'est pas comme, par exemple, pour les personnes qui ont un attachement évitant. Ok, la mère étouffante, là. J'adore, hein, mais la mère étouffante et tout, qui prend tous les besoins, mais exagérés de l'enfant. Bah en fait, c'est assez stable pour avoir un style d'attachement insécure évitant. Et donc on est là-dedans. Quand on est vraiment sur du flou, en général, c'est vraiment, on va aller chercher sur le désorganisé. Et donc du coup, est-ce que c'est clair, juste petite pause, je bois, au niveau des styles d'attachement, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a validé ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que ça vous questionne plus?
Et puis, je vais faire le lien. Oui, et la différence aussi, c'est ce qu'on a reçu comme, enfin, donc c'est pas ce qu'on a reçu comme attachement. Donc, c'est le style d'attachement que tu as développé. Et bien évidemment, comme on est des êtres humains, eh ben, on s'est aussi imprégné. Donc, forcément, dans la suite, on a pu améliorer, comme je le disais, moi, j'ai amélioré mon style d'attachement. D'accord? Le travail sur soi. Des personnes qui ont 18 ans et qui font de la travail thérapeutique, et j'en connais, c'est juste extraordinaire. Elles ont beau avoir un attachement insécure. Quand à 18 ans, tu fais du travail sur toi, tu fais de la thérapie, tu te fais accompagner, tu te remets en question, tu travailles ton stress, bah en fait, tu as quand même beaucoup plus de chances qu'à 25 ans, tu aies un attachement sécure. Et donc, du coup, ta vie, bien évidemment, comme je le disais, rien n'est figé, va vraiment tout développer. D'accord? Ça, c'est hyper important. Euh, Est-ce que donc ça, c'est bien clair? Ça a l'air d'être clair. Super. Donc, du coup, vos fêtes là-dedans, il y a une dimension qui change tout. C'est que tous les convives autour de la table, y compris vos enfants, y compris vos parents, y compris la belle-mère, le beau-père, ce mécanisme qui est en vous, bah dites-vous bien que eux aussi, ils ont tous leur mécanisme et leur style d'attachement. Donc la table à 25, bon, j'exagère un peu, hein, des tables à 25, hein, je ne sais pas si ça existe encore, mais les tables à 25 où il y a potentiellement 5 styles d'attachement autour de la table, bah dites-vous bien que tout ce qui va se jouer va être un mix de tout ça. Donc, chaque personne autour de la table arrive avec son propre, ce qu'on peut appeler enfant intérieur, et avec ses propres stratégies dans la relation. Donc, quand votre belle-mère, elle vous fait une remarque un peu piquante sur la cuisson, allez, peut-être pas du poulet, allez, à Noël, quoique, ou du foie gras, ou je sais pas quoi. Bref, quand elle vous fait, ah ouais, moi je le cuis pas comme ça, hein. Ou alors, ah, à notre époque, hein, les enfants, ils sont vraiment turbulents, hein. Nous, on n'était pas comme ça. Ça vous parle? Est-ce que c'est vraiment contre vous? Ou est-ce que c'est son système d'attachement dans la relation anxieux peut-être, qui a besoin de tout contrôler pour se rassurer qu'elle est encore utile et aimée, la belle-mère? Parce que vous lui avez en plus piqué son fils adoré. Imaginez bien. Ou alors quand votre frère reste coaché sur son téléphone là, hein, sans parler, et que vous l'avez pas vu depuis 2 ans, est-ce que c'est du mépris? Ou est-ce que c'est son système évitant qui sature, qui a besoin de couper avec le contact? Parce qu'en fait, il en a juste ras-le-bol d'entendre les mêmes remarques désagréables de la mère ou de la belle-mère et qu'il a juste pas envie d'exploser. Imaginez donc du coup votre partenaire là-dedans. Comment il agit et comment vous, vous allez agir. Donc, chacun a ses mécanismes, vous aussi. Chacun a ses peurs, vous aussi. Et comme je le disais, vraiment, la clé que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est de ne pas le prendre personnellement. En général, on fait les choses pas contre l'autre, mais pour soi, pour se protéger. Et quand vous comprenez ça, vraiment, la magie opère et vous allez plus voir des personnes méchantes, des personnes ennuyeuses. Vous allez voir des systèmes de protection en action. Et du coup, bah, vous allez remettre de la bienveillance. Quand je vous disais, mais comment vous, vous allez pouvoir mettre de la bienveillance, ça commence déjà par ça. C'est vraiment important. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que c'est clair au niveau des fêtes? Comment on évite les crises et les silences? Donc vraiment, c'est pas du désamour quand le partenaire il se ferme, par exemple dans la voiture et que vous lui avez dit ouais mais franchement t'aurais pu prendre une autre cravate. C'est peut-être parce qu'il sent que ouh, le stress va monter. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui va se jouer. C'est des systèmes d'alerte. Et que si vous comprenez ça vraiment, vous finirez pas la soirée en larmes ou en colère. Vous comprendrez vraiment que c'est une survie relationnelle. Et
vous pouvez me dire, OK, mais on fait quoi? Et est-ce qu'on va être condamné finalement à subir tous ces mécanismes à chaque fête? Parce qu'en fait, je parle, comme je le disais, de fête. Mais non, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, l'attachement n'est pas figé. Il y a de la plasticité. On peut apprendre la sécurité même en tant qu'adulte. Et surtout, ce que je veux que vous emportiez ce soir, c'est de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez des réactions, ou votre partenaire a des réactions, la crise ou le silence, en mode automatique. C'est un pilote automatique d'enfant qui conduit la voiture. Mais ce soir, vous mettez de la conscience. Et quand vous mettez de la conscience, vous récupérez votre libre arbitre. Et du coup, la prochaine fois que vous allez sentir un peu la moutarde vous monter au nez, parce que votre conjoint ne vous a pas défendu, par exemple, ou parce que vous avez envie de fuir un petit peu tout ça, bah, posez-vous la question, tiens, est-ce que c'est pas mon système d'attachement qui s'active, mon enfant intérieur qui a peur, ou qui comprend pas, ou qui veut fuir, mais je ne suis plus un enfant. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire ce petit pas de côté et de exprimer vos besoins. Et c'est pour ça que je reviens à vous êtes responsable à 100% de ce que vous faites de votre passé dans l'ici et maintenant. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est pour vous aider à passer de la réaction à la relation. Et du coup, si vous avez envie d'aller plus loin, que je vous accompagne justement à sauver votre couple, à retrouver cette complicité, à éviter à chaque instant le cri, le silence ou quoi que ce soit, ou à sortir des schémas qui se répètent, c'est possible. C'est ce que j'expliquais au début de la conférence. Pour ceux qui ont loupé le début, réécoutez vraiment tout ça. C'est que ça fait 15 ans que j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à apprendre à mieux se comprendre, à mieux communiquer, à reconstruire un couple solide en travaillant aussi pour certaines personnes, justement, les styles d'attachement, les systèmes d'attachement. C'est un des axes que je travaille. Et du coup, bah, bien évidemment que c'est possible d'avoir des relations harmonieuses et d'être heureux en couple. Puisque comme on l'a vu, rien n'est figé. Par contre, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, le monde de la thérapie de couple n'est pas réglementé. Ça, c'est très important. On trouve de tout. Et il y a beaucoup d'approches qui restent en surface. Donc justement, mais madame, je la fais en bien bonne caricature, j'exagère un poil. Mais madame, il faut apprendre à dire à votre mari ce que vous attendez de lui. Ah, voilà, on vous apprend les bases de la communication. Bah oui, exprimer ses besoins, je suis d'accord que c'est une des bases de la communication. Mais si on va pas vous dire, ah mais oui, ah mais madame, mais je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à vous exprimer, on va avoir besoin, parce que vous avez peut-être peur qu'il vous abandonne, vous avez peut-être peur des conflits, ou parce que vous avez un style d'attachement évitant, monsieur, donc forcément vous dites pas ce que vous pensez vraiment à votre femme. Si vous n'allez pas à la racine de ce qui crée vraiment les tensions et les difficultés dans le couple, ça va foirer en fait. On travaille que la superficie. Et alors en plus, si vous ajoutez une séance par semaine, en pleine crise. Ouais, super, on a le rendez-vous chez la thérapeute, histoire de régler nos comptes. Ben, vous allez gérer ça chaque semaine. En plus, vous devez retenir ce que dit votre partenaire. Vous devez retenir ce que vous vouliez répondre, écouter les conseils du thérapeute, du love coach ou je sais pas qui, retenir les infos. Et en fait, au final, vous repartez avec 20% et encore du contenu des séances, mais surtout des émotions qui sont à fleur de peau. Parce qu'on n'a toujours pas travaillé les racines. Et du coup, pour certains, moi j'ai observé vraiment quand je faisais ça à l'époque, bah ouais, on est sorti de votre cabinet, Céline, et vous savez quoi? On s'est engueulé encore plus après la séance. Parce qu'en fait, on n'était pas d'accord avec ce que tu as dit. Bah oui, parce qu'en fait, on retient pas la même chose, vous l'avez compris. Il y a des informations qu'on va avoir. Donc, dans le meilleur des cas, vous travaillez sur la crise en travaillant la pointe de l'iceberg. Et puis, dans la plupart des cas, on se redonne rendez-vous très vite pour une nouvelle séance.
Alors, du coup, moi, comme vous l'avez vu, ça fait 15 ans que je travaille et que je pratique et j'ai vécu ces séances à la semaine en cabinet, hein. Si je vous en reparle, c'est parce que c'était un modèle qui était enseigné pour certains, mais euh, j'ai continué à me former vraiment. Vous l'avez bien vu aussi à faire des recherches. Moi, ça me passionne. Et du coup, je vais vraiment à la pointe dans les relations, les neurosciences, les loyautés familiales, les relations interpersonnelles. Et je vais aller voir vraiment dans le monde entier. Donc, je ne suis pas cantonnée juste au truc en France. Non. Je m'ouvre vraiment à beaucoup de choses. Et du coup, aujourd'hui, j'ai quand même accumulé plus de 10 000 heures de séances. J'ai accompagné plus de 3 000 couples à sauver vraiment leur relation. Et c'est grâce à toute cette expérience qu'aujourd'hui, j'ai créé une méthode d'accompagnement qui va être puissante, qui va être rapide, mais qui est surtout pensée pour vous rendre autonome et apprendre à vous aimer autrement. Du coup, dans ma méthode, la logique est totalement différente d'une thérapie de couple classique. Et on a fait un petit peu des stats. 100% des personnes que j'accompagne vont au bout de leur démarche. 80% des couples qui arrivent ou des personnes seules sont sur le point de se séparer. Parce que j'adorais avoir beaucoup plus de couples qui viennent avant que les conflits sont en train de les mener au pied du mur. Ça, c'est mon rêve dans un monde idéal. Mais dans le monde actuel, c'est 80% des couples qui arrivent envers moi et qui ont vraiment le, à deux doigts de se séparer, qui ont vraiment ça. Mais en fait, 80% de ces couples, vraiment, repartent heureux et ensemble. Puis, il va y avoir 20% qui vont décider de se séparer. Bah, c'est surtout parce qu'ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas de la même vision pour le futur. Mais du coup, on a travaillé sur cette séparation pour qu'ils repartent en paix et surtout alignés avec leurs décisions. Dans ces 20%, et j'adore, c'est les retours que j'ai de plus en plus, un couple sur quatre finit finalement par se remettre ensemble par la suite. Pourquoi? Parce que l'espace qui s'était donné ont permis de se recentrer sur eux, leurs désirs, et puis leur intention de retrouver leur partenaire était plus forte que tout. Mais du coup, ils reconstruisent leur couple à partir de bases vraiment solides. Donc, vous l'avez compris, chaque couple est unique. Chaque vous dans le couple, vous êtes unique. Et donc, du coup, il vous faut une approche sur mesure. Et c'est pourquoi j'ai créé plusieurs formules personnalisées qui vont s'adapter à chacun d'entre vous. Donc, si vous êtes seul, par exemple, et que vous souhaitez travailler sur vous pour être plus épanoui, mieux comprendre ce qui se joue. Si vous êtes en couple et que votre partenaire, par contre, ne veut pas entendre parler de travail sur soi, de thérapie, de psycho, de développement personnel, mais que vous vous dites, ah ouais, mais moi je veux quand même apporter du changement, donc ça c'est possible. Ou alors, si vous êtes en couple et que en couple, vous voulez travailler ensemble, il y aura la formule qui va s'adapter à vous. Du coup, la première étape pour vous accompagner, c'est de comprendre vos besoins. Et là, j'ai le sourire jusque-là parce que j'ai Mélanie, ma collaboratrice, qui est là pour vous guider. Et elle va vous ouvrir son agenda pour vous. Et d'ailleurs, elle est là ce soir. Je vais vous la présenter. Hop là, je vais activer du coup ton micro et je vais ajouter les Bonsoir pinces. à tous. Et voilà. Et donc, Mélanie, juste en quelques mots, que j'ai bien les informations. Donc, Mélanie, en fait, ça fait déjà, on calculait, je crois que ça fait plus de 4 ans qu'on se connaît, au moins, et t'es coach. Et là, pour cette fin d'année, bah voilà, hein, ça fait partie de mon cheminement, mon attachement sécure. Ben, j'ai décidé de vraiment être soutenue par une belle personne. Et donc, du coup, bah, Mélanie, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu vas faire dans cet appel et comment tu vas m'accompagner. Ok, merci Céline pour cette présentation. Bonsoir à tous. Voilà, merci beaucoup aussi pour cette présentation ce soir qui a été très riche. Je pense que ça va avoir apporté plein de choses à tout le monde ce soir. Donc, en effet, comme vous disait Céline, pour définir ce qui vous convient mieux,
je vous propose un échange de 30 à 45 minutes ensemble pour que je puisse vous écouter, comprendre votre situation. Et puis, je vous expliquerai concrètement la méthode de Céline. Et puis, je vous orienterai vers la formule la plus adaptée en fonction de votre besoin. C'est sûr, on a une formule pour vous et on peut vraiment vous accompagner. Donc, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Donc, je l'avais préparé, je vais vous l'envoyer. Comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda. J'ai libéré des créneaux donc demain après-midi, samedi après-midi et lundi après-midi spécifiquement pour vous. Donc profitez-en vraiment parce que voilà, je suis vraiment là pour vous. On est toutes les deux là pour vous aider avant ces fêtes. Voilà, de faire en sorte que vous soyez au mieux dans justement tout ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à vos systèmes d'attachement, etc. Donc, pour vous expliquer concrètement comment ça va se passer, vous allez sur le lien, vous choisissez le créneau qui vous convient. Et une fois que vous aurez pris le rendez-vous, vous allez recevoir un mail qui va vous préciser comment est-ce qu'on va se connecter. Donc, ça va être un petit lien. Notez-le bien dans votre agenda. Et si jamais vous ne receviez pas le mail, pensez à vérifier dans vos spams, parce que parfois, ça peut tomber dans les spams. Et si jamais ce n'est pas dans les spams non plus, n'hésitez pas à me contacter à mélanie@céline-domec.com. Je vais vous le mettre dans un instant. Et je vais vous mettre aussi mon WhatsApp au cas où, si vous avez besoin voilà, qu'on échange, voilà, d'ajuster des choses ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, profitez, prenez ce temps pour vous. On vous l'offre et on est vraiment là pour vous aider à retrouver la sérénité et la joie dans votre couple. Donc voilà, on est là. Ouais. Merci Mélanie. Oui, vraiment, hein. Cet appel est super précieux et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir vous offrir ça avant de démarrer vraiment un accompagnement parce que ce temps avec Mélanie, il va vous apporter beaucoup. Donc, prenez votre rendez-vous dès maintenant dans son agenda. Elle a ouvert un maximum vraiment de créneaux. Et puis, alors, peut-être, je vais remettre moi en épingle du coup. Et voilà. Et donc, s'il y a des questions, vous pouvez déjà aussi envoyer un petit message à Mélanie, hein. Elle est là dans le chat. Donc, profitez-en qu'elle soit avec nous ce soir. Il faut en profiter. Hop là. Voilà, je me remets hop là comme ça. Et donc, euh, au niveau vraiment, peut-être que vous vous dites vraiment est-ce que cet accompagnement est fait pour moi? Peut-être que vous avez l'impression justement que cette situation peut être trop compliquée, trop abîmée. Voilà, les fêtes de fin d'année, ça a toujours été une catastrophe. Pourquoi cette année, ça va changer? Peut-être que vous allez même plus arriver à être heureux ensemble. C'est une sensation qui est normale quand on est arrivé très loin et qu'on a essayé beaucoup de choses sans résultat. Pourtant, j'ai vraiment accompagné beaucoup de couples persuadés que leur histoire était terminée. Et en suivant mes recommandations, en travaillant ensemble étape par étape, ils ont réussi à sauver leur relation. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez un rendez-vous avec Mélanie. On peut vous aider à retrouver de la paix dans votre couple. Puis il y a peut-être des personnes aussi, comme je le disais, c'est un certain pourcentage de couples qui se dit, OK, ça va encore, c'est pas urgent. Ok, j'entends, avec beaucoup de bienveillance, n'attendez pas d'être en crise pour vous occuper de votre relation. Plus on laisse la tension s'installer, plus on est au pied du mur, plus vraiment ça va demander des efforts pour rattraper, pour réinstaller des bases solides. Et lorsque vraiment vous apprenez à vous comprendre, à vous réguler dans les émotions, à communiquer clairement les choses, à ne pas laisser votre enfant intérieur prendre les rênes H24 dans votre couple, bah vous allez éviter d'arriver à ce stade-là. Et là aussi, on a des formules vraiment pour vous accompagner dans cette dynamique de prévention. Donc, vous avez le lien là dans le chat. Pour les personnes qui regardent en rediffusion, vous avez le lien dans l'email, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, il y a aussi des personnes que j'entends qui disent que, OK, bah, de toute façon, comme je vous le disais, mon partenaire, il veut rien changer, ou il ou elle, hein. Il pense aussi que ça va rien changer, qu'il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un ou quoi que ce soit. Ben, si vous, vous êtes dans une démarche de vouloir quand même faire quelque chose, la dynamique de couple, comme je le disais au début,
bouge dès que l'un des deux commence à évoluer. Quand une pièce du système bouge, le système bouge et s'ajuste. Et c'est ça aussi que je vais vous apprendre à faire. Et Mélanie vous expliquera justement dans ce contexte-là comment on avance, même si votre conjoint n'est pas prêt. Et vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions concrètes pour apaiser les tensions, transformer vos réactions et rétablir vraiment de l'harmonie pas après pas. Petit message, cet appel ne comporte aucun risque. Mélanie vérifie avec vous si c'est l'accompagnement, quelle que soit la formule, est adapté à votre situation et si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Donc, vous avez le lien dans le chat sous cette vidéo et vraiment réservez votre créneau. On est là pour vous. Alors, on arrive tout doucement au terme de cette conférence. Euh, j'ai envie de dire que j'ai allumé une lumière. J'ai mis des mots sur certains ressentis. Vous avez peut-être identifié votre style d'attachement, confirmé, ou celui de votre partenaire. C'est vraiment une première étape immense. Mais je sais aussi que pour accompagner des couples tous les jours, comprendre des fois ne suffit pas toujours à changer. Et par exemple, savoir qu'on est anxieux ou évitant ne supprime pas la boule au ventre quand le ton monte au repas de Noël. Et changer des mécanismes aussi qui sont là depuis 20, 30 ou 40 ans, bah, c'est un chemin, c'est un apprentissage. Et ça demande de la douceur, de la bienveillance et des fois un regard extérieur aussi pour vous guider. Donc, j'ai aussi envie de vous laisser avec une dernière image pour cette conférence. C'est que le couple, bah, c'est un peu comme un jardin. Et les fêtes de fin d'année, c'est un peu comme une météo un petit peu capricieuse. Il y aura du vent, peut-être du froid, peut-être des tempêtes autour de la table. Vous n'allez pas pouvoir contrôler la météo des 25 personnes avec leur style d'attachement différent autour de la table. Vous ne pourrez pas contrôler ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un manteau, protéger ce que vous avez construit dans votre couple. Et l'idée, c'est pas d'attendre que les fêtes soient parfaites. La perfection n'existe pas, mais c'est juste qu'elles soient beaucoup plus conscientes. Et donc vraiment, moi, je vous souhaite de tout cœur des fêtes bien vivantes, des fêtes où vous vous autorisez à être imparfait, mais en relation. Et du coup, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son couple, et tout part à partir de vous aussi. Donc du coup, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. J'espère que tout ça vous a apporté un éclairage. Pensez à réserver votre appel et je vous souhaite une belle continuation, quoi qu'il en soit. Merci à tous, à très bientôt.